Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Bonjour Marina. Bonjour Michel, bonjour à tous. La parotide, c'est la plus grosse glande salivaire de l'organisme. Quand on doit l'enlever, on va voir pourquoi on parle de parotidectomie, ce sera le dossier du jour. Et puis on retrouvera David Zavaglia pour son quiz, la conso avec Nicolas Angèle qui va proposer des solutions à ceux qui ont du mal à entendre quand il y a beaucoup de bruit autour d'eux. L'expert aujourd'hui, c'est Dominique Chimbakala qui nous dira ce que coûte le privé à l'hôpital. Bien sûr, il y aura un journal. Bonjour Claire. Bonjour Michel, bonjour Marina, On bonjour à rappelle tous. que Benoît est en vacances. Toujours. Oui, bah oui. Toujours, ça fait que le deuxième jour quand même. Toujours, quand même. C'est donc vous qui vous collez le sommaire. Voilà, et dans le journal aujourd'hui, nous reviendrons sur le fiasco de l'Arche de Zoé. Cette association montrée du doigt pour avoir tenté de transférer illégalement 103 enfants tchadiens en France. René Garrigue, médecin, président d'une ONG internationale, réagira à cette affaire. Peut-être une nouvelle piste pour expliquer l'origine de l'épidémie du sida. Le virus mortel serait arrivé aux États-Unis via Haïti 10 ans avant le début de l'épidémie. Les médecins légistes sont inquiets. À cheval entre justice et santé, leur profession manque de moyens. Qui doit mettre la main au portefeuille? Reportage dans le journal. Et puis nous parlerons horloge biologique et sommeil avec cette nouvelle étude sur les conséquences sur l'organisme des changements d'heure, heure d'hiver et heure d'été. Puis bien sûr, il y aura 7 minutes pour une vie. Toute cette semaine, nous sommes au Niger, où nous suivons le travail des équipes de Médecins sans frontières, des équipes qui luttent contre la malnutrition des enfants. Le but premier, c'est bien sûr de faire de la prévention, mais parfois, il faut également traiter les enfants les plus affaiblis. Et puis après le magazine Allo Docteur, il sera question aujourd'hui des relations médecin-malade, Claire. Oui, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par téléphone 41 555, vous tapez MS, ou par internet sur le site de France 5, www.france5.fr. Oui, Claire, c'est vrai que vous n'êtes pas là depuis longtemps, mais René Garrigue, que nous recevrons tout à l'heure pendant le journal, s'appelle Régis. C'est pas grave. Autant pour moi. On s'excusera tout à l'heure. Si vous pouvez mâcher, saliver, digérer, c'est en partie grâce à elle, la parotide, qui est la plus volumineuse des glandes salivaires. Elle est importante, mais elle peut également être le siège de maladies, et alors il faut l'enlever. Donc le dossier du jour est consacré à cette opération, la parotidectomie. Sachez déjà que le mot parotide vient du grec para, auprès d'eux, et de otos, qui signifie oreille, puisque cette glande, effectivement, est sous l'oreille. Oui, vous allez le voir, elle est située très exactement, vous voyez sur cette maquette, en arrière de la mandibule, à l'angle de la mâchoire. Vous la voyez ici, on y reviendra tout à l'heure pour voir le canal qui permet à la salive d'être évacuée. Mais il faut savoir que cette glande parotide n'est pas la seule glande salivaire. Il y en a beaucoup. Il y a aussi, vous voyez ici la parotide, vous voyez ici la langue. Il y a aussi la glande sublinguale et puis il y a la glande sous-maxillaire, ce qu'on appelle aussi la glande sous-mandibulaire. Et puis il y a plein d'autres petites glandes, il y en a dans le pharynx, dans la muqueuse, vous en avez même dans la lèvre, ce sont les petites boules que vous détectez quand vous passez le bout de la langue, vous faites comme ça, là il y a 1 million de personnes qui font comme ça devant leur télé, et vous allez bien sentir toutes ces petites boules. Et comme toutes les glandes, la parotide est composée de cellules qui sont regroupées en petits lobules, qui vont lui donner un aspect granuleux. Et les lobules vont ensuite déverser leur production de salive dans un canal. On va reprendre notre maquette et vous allez bien voir ce canal. Vous avez donc la glande ici en jaune et un canal qui part, qui est en fait le regroupement de tous les petits canaux. C'est comme un fleuve avec des petites rivières. Et ce fleuve, le canal de Sténon, qui va rentrer dans la bouche et qui va finir sa course à l'intérieur, juste au niveau de la première molaire supérieure. Quand on a l'habitude, on peut regarder à l'intérieur, il y a une toute petite boursouflure. C'est là l'arrivée de la salive. Et on peut en sécréter jusqu'à 1,5 litre par jour. Et bien sûr, la salive a plusieurs rôles. Oui, elle lubrifie la bouche, elle aide les aliments à glisser dans l'œsophage, elle facilite ensuite leur digestion par l'estomac et limite la prolifération des bactéries. Sans oublier que la salive neutralise l'acidité de la bouche qui pourrait sinon attaquer les dents. En produisant la salive, la parotide joue donc un rôle très important, mais cette glande peut être le siège d'infections bactériennes ou virales, d'un calcul également qui peut boucher les canaux de la glande et donner ce qu'on appelle une lithiase salivaire. Quand les infections sont répétées et que le traitement médicamenteux échoue, l'ablation de la parotide peut être envisagée, mais cette opération est surtout indiquée dans les cas de tumeurs, Michel. Oui, les cellules de la glande vont devenir anormales, elles vont se multiplier sans arrêt, et puis la parotide va augmenter de taille et former une boule, ce que vous allez voir ici, vous voyez ici l'oreille, la parotide, donc elle est ici, et vous voyez cette boule, là c'est une tumeur de la glande parotide. Alors dans 3/4 des cas, les tumeurs de la parotide sont bénignes,
Et en fonction de leur localisation, l'ablation de cette parotide peut être partielle ou totale. Cette intervention est délicate, d'abord parce qu'il faut retirer la tumeur de la parotide, qui est elle-même liée à plusieurs structures. Et la glande est située au-dessus de plusieurs muscles, des tissus, on les regroupe sous un terme un peu compliqué qu'on appelle le SMAS, c'est le système musculo-aponeurotique superficiel. Pour simplifier, c'est l'ensemble de la peau, de l'enveloppe des muscles, des petits muscles qui sont fins. C'est ça qu'on tire d'ailleurs pour faire un lifting. Alors, l'autre difficulté, c'est que cette glande se trouve sur le trajet du nerf facial. Le nerf facial, regardez, c'est ce qui est schématisé ici en jaune. C'est un nerf moteur qui est responsable de la mobilité des muscles de la face, donc un nerf absolument essentiel. Et regardez ici sur cette photo, vous voyez, on distingue ici les ramifications de ce nerf facial et vous voyez qu'il est quand même largement englué dans cette glande parotide et qu'effectivement la dissection ne va pas être très facile. Plus d'explications avec Rudy Bancard, Isabelle Gastebois. Attention, là vraiment, on vous le dit souvent, ce sont des images de chirurgie. Là, elles sont vraiment difficiles. Voilà, vraiment difficiles. C'est une tumeur située sur la glande parotide que le docteur Albert doit opérer ce matin. Une tumeur a priori bénigne chez une patiente de 69 ans. Alors c'est une tumeur en fait qui est située dans la glande parotide, qui est une des glandes salivaires principales. Donc c'est la tumeur bien arrondie, blanche, qu'on peut voir sur cette coupe d'IRM. Au bloc opératoire, la patiente est déjà sous anesthésie générale. Donc là, on arrive à bien palper la tumeur. Elle est vraiment en plein milieu, hein. C'est assez ferme à la palpation d'ailleurs. Avant de commencer l'intervention, le chirurgien introduit des électrodes dans les différentes ramifications du nerf facial qui s'étendent sur tout le visage. Grâce à cette technique, il sera averti par un moniteur s'il est en contact avec ce nerf essentiel à l'expression du visage. L'opération peut maintenant débuter en toute sécurité. Parfait. Plusieurs étapes sont nécessaires avant d'atteindre la glande parotide. Une incision est pratiquée en avant de l'oreille, puis sous le lobe pour se prolonger sur quelques centimètres au niveau du cou. Elle va permettre un large décollement de la peau. Je viens de finir le décollement sous la peau. Et là, je vais aller faire le décollement sous un autre plan qu'on appelle le SMAS. C'est un petit lambeau qui est entre la parotide et la peau. Ça permet d'éviter le creux post-opératoire, parce qu'on enlève quand même du volume. Donc là, on voit bien la différence entre la peau qui a été décollée au préalable et puis justement ce SMAS qui est situé entre la glande parotide qu'on voit apparaître ici et la peau. C'est cette partie-là du tissu. La glande parotide est maintenant découverte. La tâche suivante est plus délicate. Il faut dissocier la glande du nerf facial et des nombreuses ramifications qui la traversent. Donc là, on vient d'individualiser le tronc du nerf facial qui rentre dans la glande parotide. Donc, la suite de l'intervention maintenant consiste à suivre ce tronc, les branches et différents rameaux de division. Comme ça. Les gestes sont minutieux, la progression est très lente car une atteinte du nerf peut entraîner une paralysie du visage. On commence à voir apparaître ici la glande parotide et là la tumeur qui était visible à l'IRM, qui est vraiment située à la bifurcation des branches du nerf. Là on a bientôt terminé, on voit bien là, en fin d'intervention toute l'arborescence du nerf avec le tronc du nerf facial, les deux branches principales et les différents rameaux, vous voyez, du nerf. Voilà. Donc la tumeur en elle-même. Donc ici on a toute la partie superficielle de la glande parotide et la tumeur en elle-même se situe là. Le chirurgien a retiré les 3/5 de la parotide et la tumeur. Une tumeur qui s'est révélée bénigne après analyse. Cette patiente est maintenant hors de danger. Elle pourra donc quitter l'hôpital dans 3 jours. Le problème, c'est qu'elle a eu un lifting, mais que d'un côté. C'est asymétrique. Alors, vous l'avez vu, l'une des difficultés de l'opération, c'est qu'il faut éviter de sectionner ce nerf facial ou de l'écraser. Alors, ça peut arriver si le chirurgien appuie ou surtout tire avec les instruments. Et ça peut provoquer une légère paralysie du visage, mais une paralysie temporaire. La récupération est rapide, notamment grâce à la rééducation. La paralysie totale d'une partie du visage est de plus en plus rare, notamment parce qu'on va détecter l'activité nerveuse, donc ces filets nerveux grâce à un testeur qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, la patiente qui a été opérée, en l'occurrence, n'a eu aucune séquelle après son opération. Et même si le chirurgien a dû enlever plus de la moitié de la parotide, les autres glandes salivaires continuent de produire la salive. Dans 1% des cas, une autre complication peut survenir quelques mois après l'intervention. On l'appelle le syndrome de Frey. Les fibres nerveuses de la zone opérée se régénèrent de manière aberrante et vont perturber les fonctions d'une autre glande, en l'occurrence les glandes sudoripares, qui par moments vont devenir hyperactives et donc provoquer un excès de sudation au niveau des tempes et autour des oreilles. À 43 ans, Nathalie est atteinte de ce syndrome. Elle s'est confiée à Jean-Marie Pernaut et Maxime Soulard. Quand je mange, quand je mastique, je transpire au niveau de la tempe, au-dessus de l'oreille. Donc par moment, voilà, je m'essuie sur le côté parce que voilà. Donc bon, là c'est pas... Voilà, mais bon, il y a des moments où c'est tellement... Le Kleenex c'est pas assez épais, je passe les doigts à travers parce que c'est mouillé, je mouille ma serviette. D'un côté j'essuie la bouche, de l'autre côté j'essuie la transpiration. La première fois, j'ai pas d'abord su ce qui m'arrivait. Donc j'ai pensé au départ que c'était mon oreille qui suintait. Quand j'en ai parlé à mon chirurgien, il n'a pas su me dire de quoi je lui parlais, donc il m'a conseillé d'aller voir le médecin qui s'occupait de la rééducation faciale, qui lui m'a dit, bon, ben, vous avez ce qui s'appelle le syndrome de Frey, donc les glandes sudoripares qui marchent 1 million de fois plus vite que d'habitude, notamment pendant la mastication, ce qui fait que je transpire. Le seul traitement que l'on m'a proposé pour le syndrome de Frey, c'est des infiltrations à la toxine botulique, afin de limiter, si ce n'est faire disparaître ce suintement que j'ai au-dessus de l'oreille. Ça a été très très douloureux pour un résultat d'efficacité pour moi d'à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Donc bon, comme c'était la première fois, le dosage était peut-être pas le bon, tout ça, donc 2 mois après on a réessayé. Pareil, toujours sans anesthésie, il m'en a fait un petit peu plus, avec des dosages un petit peu plus élevés, pour une souffrance identique et un résultat identique. Donc suite à ça, j'ai décidé de ne pas continuer et de vivre avec ça. C'est étonnant, hein, quand même, ce syndrome, très curieux. On retrouve maintenant notre docteur en biologie cellulaire, David Zavaglia. Bonjour David. Bonjour. C'est celui qui nous fait réfléchir Exactement. avec son quiz médical. Celui qui essaye de nous piéger surtout. Ouais, Qui c'est essaye, pas parce que très- c'est quand même dur. C'est pas très sympa. On a fait des études, vous avez vu? Ouais. Un petit peu, ouais. Bon, commençons tout de Allons-y. suite. Alors, première image, bon, je vous dis pas avec quel type de microscopie ça a été pris, vous connaissez par cœur maintenant. Bon, on attend l'image. Hein. Si elle veut bien apparaître, voilà. Eh, vous n'avez pas de chance, hein? Vous la connaissez? Ah zut. Non, j'ai une idée, Bon. mais je vais... Je demande à Marina, alors, 3 propositions. Soit un grain de pollen allergène, soit un grain de mucus dans la muqueuse nasale, soit un globule blanc. Moi, j'irais du mucus, mais je peux me tromper. Voilà. Et vous, Michel? ça peut être les deux pollen. Moi, je dirais mucus, mais ça peut être pollen aussi. Bon, vous avez de la chance. C'est effectivement un grain de mucus. On n'a pas de la Dans chance, la attendez. muqueuse. Non, non, parce Quand on qu'il répond hésite juste, c'est entre pas de la les deux. chance, Alors, hein. vous, Non, vous, c'est bon. les... Ah, merci, quand même, faut pas qu'on en parle Voilà. de ça. Et autour, ce sont les petits cils qui Voilà. vont recevoir les odeurs. C'est Et très ça, joli, ça, on va les y cils. venir. Voilà, c'est pas du tout les poils du nez. Non, pas Hein, du tout. ce sont Ah, les- oui. Pareil, c'est- le non, c'est grain- en microscopie, là. Voilà, c'est grossi des centaines de fois. Donc Voilà. le grain là, c'est pas une énorme crotte de Et nez. voilà, c'est- c'est- a priori, ça pourrait être un embryon de crotte de nez Mais éventuellement. bon, non, c'est du Mais mucus. c'est petit. Voilà, alors diapo suivante, on va venir justement sur l'appareil olfactif, puisque c'est ça le sujet du jour, hein, le nez et l'odorat. Donc olfactif, du latin olfactus, qui veut dire odorat. Pourtant, on en a fait du Odorat. Olfactus. Voilà, Je ne me souviens pas l'avoir appris, mais bon. voilà, c'est odorat. Michel, si vous aidez-moi à montrer un peu le trajet donc, des molécules odorantes. J'adore ce mot, les molécules Donc, odorantes. Quand les odeurs arrivent, voilà, elles rentrent par les cavités nasales et elles arrivent jusqu'à une zone très spécialisée qu'on appelle la membrane olfactive. Est-ce que vous connaissez sa surface à peu près? C'est ça qui est grossi. Hein. Voilà, La exactement. membrane olfactive, sa surface. Ouais, à peu près. Bon, c'est Millimètres carrés. En millimètres carrés, non? ou en centimètres. Centimètres carrés? Allez, 5, Décimètres carrés? Allez, 5 centimètres cm carrés, carrés. entièrement dédiés donc à l'analyse des odeurs. Et effectivement, les odeurs, elles sont repérées par des cellules très particulières qu'on voit là-bas. Alors, Sont- juste, je peux vous dire un mot, juste? Ouais, Pour une fois, je peux lui apprendre quelque chose. Enfin, ça l'embête un peu, mais allez-y. allez-y. C'est que les molécules, elles passent par là, mais les molécules passent également absolument. dans la bouche et derrière le nez. C'est vrai, je me suis limité au nez, c'est vrai. Il a voulu faire c'est- simple. non, non, C'est mais pas une c'est- erreur, Non, mais c'est une C'est simplification. pour gagner du temps. De temps en Voilà. temps, il faut lui montrer quand même qu'on sait. Voilà. Donc les cellules olfactives qu'on voit là-bas et qui, donc à leur extrémité, ont des cils et au bout de ces cils, il y a des récepteurs spécialisés dans les odeurs. Est-ce que vous savez combien on en a à peu près en tout? De quoi? De cil? De récepteurs. Ah, des Non, milliers, je non pour les odeurs. Des milliers. Oh, plus que ça. Vous Des savez, ça millions. va beaucoup plus.
Je sais pas. Je sais pas. Non, Non. entre 10 et 100 millions. Voilà. Et D'accord. chaque type de récepteur en fait est spécialisé dans l'analyse d'un type d'odeur particulier. Et je ne sais pas si on voit là, il y a dans les cils une fine couche de mucus. Voilà, parce que je voudrais profiter de cette chronique pour réhabiliter un peu le mucus et les sécrétions nasales qu'on trouve si dégoûtantes. Il est trop malmené. Est-ce que vous savez à quoi sert cette fine couche de mucus? À capter les molécules, les transformer pour que les cils puissent... Voilà, exactement, à les mettre en solution, Ouais. parce que sinon ces molécules ne seraient pas reconnues directement. C'est utile ce Donc, mucus. Voilà. Voilà. Donc un grand merci Voilà. au mucus. Le mucus enfin réhabilité. Exactement. Il était temps. Et donc une fois que les cellules ont recueilli les odeurs, elles transmettent le message jusqu'à la Ouais. la grosse partie jaune dans le cerveau qu'on voit là-haut et qui s'appelle... Le bulbe olfactif. En passant Exactement. par la lame criblée de l'ethmoïde. Voilà. Ouais, Marina, Voilà, bien, non, bien. ça c'est trop complexe, je voulais... Bah non, Si, c'est intéressant parce que important, c'est... très regardez, important ça parce passe que à travers quand il y a l'os, des ouais. traumas, parfois Voilà. c'est à ce niveau-là que ça Ouais. se passe et c'est très embêtant. Après ça Exactement. sectionne. Excusez-nous, on va compléter un peu Parce votre qu'après, chronique. exactement comme des spaghettis qui passent dans une passoire, on sectionne. Exactement, ici vous avez des trous, c'est la lame de l'ethmoïde et effectivement quand il y a le front Stop, est là, ça suffit l'anatomie. D'accord, ok. Diapo suivante, stop à l'anatomie. On lui en dit trop. Voilà, Alors. petite question simple. Combien d'honneurs un nez humain peut reconnaître? 10 000, je dirais moi. moi je dirais 1000. Ah, un point pour Marina, c'est 10 000. Yes. Bah ouais, mais Voilà. on 10 s'est 000, mis d'accord au début de la 10 000 chronique. déjà pour un non, bon nez. non. Non, moi je me suis mis d'accord avec lui pour vous laisser répondre un petit peu. Ah d'accord. Facile. Bon, 10 000 pour un bon nez Misogynie. quand même, parce que... Mais ce qui est intéressant avec l'odorat, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut s'entraîner, quoi. Et finalement, le nez des parfumeurs en est un parfait exemple. Ils sont doués au départ, mais Voilà. Alors, quelques cas particuliers autour de l'odorat, justement. Marina, si je vous traite d'anosmique, oui. qu'est-ce que ça veut dire? Mais Vous c'est que énervez je- pas. c'est que je ne sens rien. Voilà, c'est que vous avez perdu une grande partie ou Voilà. tout votre odorat. Voilà. Ça peut arriver suite à une infection mal soignée, Ouais. par exemple. C'est un handicap terrible. Voilà. Mais ça peut être aussi le signe précurseur de certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer, d'ailleurs. D'accord, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Si Non. vous avez des troubles de l'odorat, ça peut être aussi juste parce que vous Oui, avez oui, ça peut Oui, être des mais, petits euh, polypes, une grippe ou des choses comme ça. plus compliqué. Michel, si vous êtes atteint de cacosmie, C'est qu'on sent les odeurs sont déformées. On a de mauvaises odeurs dans le nez à partir d'odeurs normales. voilà, c'est une pathologie assez bizarre qui peut, dans certains cas, en fait, amener les gens à aimer certaines odeurs fétides, désagréables, et dans d'autres cas, par contre, ils ressentent une mauvaise odeur en permanence, et du coup, ça leur modifie tout j'ai eu ça, le c'est goût des horrible. aliments, notamment. C'est Parce que, Vous vous avez savez tout que eu, vous Ah non, pendant Vous un avez eu an, ça tout sentait l'œuf pourri. C'est horrible. c'est horrible, ouais, parce qu'en plus, Ah. le Vous avez goût et regardé. l'odorat sont liés. Donc, Vous avez ouvert longtemps. votre frigo pour voir s'il n'y en avait pas non, Mais parce que j'étais c'est- chez mes parents à l'époque, c'était il y a D'accord. longtemps. voilà. Bien, on va enchaîner tout de suite. Ouais. Vous savez, on se raconte avec Marina. Ouais, C'est ouais, bien, ouais, c'est si bien. je vous laisse faut pas faire. On n'arrête pas d'interviewer toute l'année les autres, alors pour une fois qu'on peut dire quelque chose sur nous. Alors, Alors, quel Ça, c'est le rapport cerveau. entre l'odorat et Oui. les régions colorées ici en vert? Bon, d'abord, est-ce que vous reconnaissez ces régions? ouais, ça c'est toute la partie souvenir. C'est pas Ouais, ça Souvenir et Souvenir émotion. et Émotion. Émotion. Madeleine de Proust. Émotion, voilà. voilà, On l'appelle scientifiquement la lingula. dans le système limbique. Ouais, Voilà, Non, c'est le pas- cerveau Alors, moi, des ce que je émotions. disais, c'était un peu plus précis, mais effectivement, Voilà. tout ça, c'est le système limbique. Il y a la lingula à L'ensemble un endroit en vert, précis. c'est mais le enfin, système limbique. D'accord. Voilà. Et donc le rapport, vous l'avez deviné, effectivement, c'est que finalement l'odorat et les émotions sont très liés. En fait, le bulbe olfactif qu'on a vu tout à l'heure, il est directement relié au cerveau des émotions. C'est pour ça que la Madeleine de Proust, tous les souvenirs, bons ou mauvais, qu'une odeur nous évoque, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment une réalité physique. Voilà, dernière Oui, diapo si on a le temps. Dernière. Ça, je sais. Que signifie Ah bah, ces lettres OVN. mystérieuses? Je vous donne Ouais. Vous donnez votre chat Oui. Organe oui, voméro-nasal. Et c'est là que tout se passe quand on rencontre une C'est femme. C'est là que les phéromones... Ah, il n'est pas d'accord. Il est C'est pas là d'accord. Non, c'est parce qu'elle est assez mystérieuse cette zone. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la palper, mais a priori, on pense que c'est les Il a phéromones schématisé. qui arrivent ici Voilà. et qui vous excitent le cerveau et le David, reste. il schématise un peu, vous savez. Bah ça marche très bien chez les animaux, ça a été prouvé. Bon, non, mais chez les animaux, on sait que les phéromones déclenchent des comportements sexuels et autres. Chez l'homme, on n'est pas sûr que l'organe voméronasal soit vraiment fonctionnel en fait. Non. Il y Ça a un dépend- grand ça débat dépend chez entre qui, hein. scientifiques. Chez moi, il est fonctionnel. Ah, mais c'est Oh, pour je vous ça. en prie. Il y a quand même beaucoup de scientifiques qui aimeraient exploiter ça justement pour nous vendre des phéromones sexuels ou pour expliquer certains comportements. Et peut-être que justement grâce à ça, on comprendrait Pourquoi je suis animal pourquoi Ok. autant de femmes sont attirées par vous. Merci. Michel. Merci beaucoup, en tout cas, David. Merci, David. Claire, un rappel. Oui, dans la partie Allo Docteur d'aujourd'hui, nous parlerons donc des relations entre patients et médecins. Si vous avez des questions, 41 555 sur votre portable, code MS, ou le site de l'émission via France 5, www.france5.fr. Merci, c'est l'heure du journal de la santé.
Et nous ouvrons ce journal par le fiasco de l'Arche de Zoé. Les 6 Français membres de l'association et 3 journalistes sont toujours détenus au Tchad et ils ont été inculpés ce matin pour enlèvement de mineurs, escroquerie ou complicité dans l'enquête sur la tentative de transport de 103 enfants vers la France. Cette affaire pose évidemment la question de ce qu'une ONG, une organisation non gouvernementale, a le droit de faire quand il faut prendre en charge des enfants victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, comme ça a été le cas pour le tsunami en 2004. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Régis Garrick, qui est le président de Health Doctor, une ONG humanitaire. Bonjour. Bonjour. Régis, vous êtes en ce moment à Naplouse, en Cisjordanie. Vous avez créé un dispensaire pour venir en aide aux femmes et aux enfants palestiniens. Mais on va parler aujourd'hui donc de cette affaire de l'Arche de Zoé. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire de l'Arche de Zoé ? Écoutez, la première chose, je l'ai suivi, parce que ça fait un petit moment que je suis aujourd'hui dans les territoires palestiniens, donc je l'ai suivi essentiellement par la presse internationale et arabe, qui apporte effectivement des éléments importants et graves quand on est loin. Et c'est vrai que sans rentrer dans l'histoire et dans l'association que je ne connais pas personnellement, l'impact de toute façon aujourd'hui pour des humanitaires sur le terrain est excessivement péjoratif, puisque c'est quelque chose qu'on nous reçoit régulièrement lors des rendez-vous ou des entretiens, c'est qu'effectivement on a des associations françaises qui voulaient kidnapper des enfants africains. Donc pour vous, c'était pas l'humanitaire, ça ? Pour moi, sur la façon dont on travaille, c'est vrai que c'est difficile de savoir. Peut-être que la finalité n'était pas celle dès le départ, qu'ils voulaient être très humanistes, mais aujourd'hui on sait qu'il y a notamment des tas de pays, comme c'est le cas je pense sur le Tchad et le Soudan, qui n'ont pas d'accords internationaux d'adoption. Donc on peut effectivement s'étonner de vouloir aller ramener des enfants, alors qu'on sait que apparemment les prix de 2 000 à 6 000 euros que les familles avaient donné pour avoir un enfant permettrait peut-être parfois dans certains cas de faire vivre un village africain pendant 1 an. Alors Régis, en 2004, vous étiez en Indonésie avec Médecins du Monde pour aider les victimes du tsunami. On avait alors recensé près de 35 000 orphelins. Bien sûr, la question de leur adoption s'était posée. Comment ça avait été géré à ce moment-là ? Écoutez, moi je me souviens très très bien d'une première réunion que nous avions eue. Alors là, c'était pas avec Médecins du Monde, c'était avec l'association des médecins urgentistes dans le cabinet directement de Philippe Douste-Blazy, où à l'époque était présent Bernard Kouchner quelques jours vraiment après le tsunami où la France était mobilisée. Et nous, urgentistes français, on avait proposé un projet de jumelage hospitalier. Et effectivement, notamment Bernard Kouchner à l'époque et Philippe Douste-Blazy avaient tout de suite insisté en disant que la ligne rouge qu'ils ne voulaient pas voir passer était celui d'une logique d'adoption massive ou de promotion de l'adoption d'enfants. Il faut savoir bien évidemment que, aussi bien pendant le tsunami mais que sur le Darfour et dans les communautés qui peuvent aujourd'hui être touchées par ces drames, il y a une vraie culture familiale large de la prise en charge des enfants. Ça peut être aussi bien un oncle, une tante, un cousin, une cousine. Donc on ne peut absolument pas, ne parlant pas la langue, faire la promotion de ramener des enfants dans un pays quel qu'il soit pour les adopter massivement. Merci beaucoup Régis. Ça fait des années que les scientifiques remontent le temps à la recherche du premier homme infecté par le virus du sida, celui qu'on appelle le patient zéro. Les premières traces du virus sont apparues en Afrique centrale, mais après, on ne sait pas exactement comment il est arrivé aux États-Unis et puis en Europe. Une étude publiée ce matin dans les annales de l'Académie nationale américaine des sciences nous en dit un peu plus sur cette histoire. Oui, l'analyse de différentes souches du virus a montré que le virus mortel était probablement arrivé sur les côtes américaines autour de 69, soit une décennie avant le début de l'épidémie. Selon les chercheurs, il pourrait avoir été introduit aux États-Unis par un immigré haïtien, sans doute arrivé dans une grande ville comme Miami et New York. Il a alors fallu des années avant que l'épidémie ne passe au stade pandémique aux États-Unis et à l'étranger. En tout cas, cette étude remet en cause la théorie populaire du patient zéro qui aurait été un steward homosexuel québécois. C'est aujourd'hui que les députés doivent adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Parmi les mesures phares, il y a bien sûr l'instauration des fameuses franchises médicales, mais aussi pour les hôpitaux, le passage à la tarification à l'activité, ce qu'on appelle la T2A. En clair, ça signifie que les hôpitaux vont recevoir une enveloppe budgétaire en fonction des actes qu'ils pratiquent. Un secteur va pourtant échapper à cette T2A, c'est la médecine légale. À la frontière de la justice et de la santé, la médecine légale ne fait plus partie des spécialités comprises dans les missions d'intérêt général des hôpitaux. Ce statut particulier pose des problèmes de financement qui menacent cette spécialité. Mélanie Morin et Anna Salzberg se sont rendues à l'Institut médico-légal de Lille pour faire le point sur ces difficultés. Regardez. C'est une journée comme les autres à l'Institut de médecine légale de Lille. Les médecins procèdent à l'autopsie d'un corps. Ils en font en moyenne 200 par an. Tu as une contusion brunâtre, pourtour jaunâtre, qui fait 3,5 de diamètre.
La police assiste à l'autopsie afin de trouver des indices qui vont déterminer la cause de la mort de la victime. L'autopsie est donc en grande partie financée par des frais de justice. Ils s'élèvent à 138 €, mais en réalité, l'autopsie coûte plus du double car ces frais de fonctionnement sont à la charge de l'hôpital. Ce qui va coûter de l'argent, c'est tout ce qui va être utilisé pour les prélèvements donc à visée toxicologique, comme ici, donc tout ce qui est là, par exemple un prélèvement d'urine, un prélèvement d'humeur vitrée. Donc tous ces tubes, eh bien, il faut qu'on les commande, il faut qu'on les ait au moment de l'autopsie pour que les prélèvements puissent être faits. Ça ne fait pas partie des frais de justice. Ce n'est pas la justice qui va nous payer ces éléments-là. C'est un entretien qu'on fait ici à l'Institut. Les garçons de morgue vont, après l'autopsie, désinfecter les instruments, les stériliser, mais aussi entretenir les corps. Et eux sont payés par l'hôpital ou la faculté de médecine selon les endroits. Et donc ça occupe et ça expose aussi un certain coût. Après chaque autopsie, le légiste doit rédiger un rapport pour le procureur. Là encore, tout le travail de secrétariat est payé par l'hôpital. Au total, sur un an d'exercice, le service de médecine légale coûte environ 1 million d'euros au centre hospitalier de Lille. Son système de financement est en marge des autres disciplines. Vous aviez eu la mission ? Oui. Aujourd'hui, la médecine légale n'est pas financée au titre de la tarification à l'activité et n'est pas non plus financée au titre du service public. Le problème de ces activités qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre, c'est qu'au fil du temps, des centres hospitaliers, dans un contexte budgétaire tendu, soient effectivement amenés à réduire des moyens, puisqu'on ne peut pas indéfiniment avoir des dépenses supérieures aux recettes. De son côté, le président de la Société française de médecine légale attend une participation financière du ministère de la Santé, mais sa réponse est sans appel. Le ministère de la Santé a écrit, en particulier aux directeurs généraux de CHU, qu'ils n'entendaient désormais pas financer l'activité médico-légale en estimant qu'il s'agissait d'une activité exclusivement d'intérêt judiciaire, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. On peut prendre l'exemple de la femme battue. Bien entendu, l'examen de la femme battue se déterminera par un certificat destiné à l'aide justice, mais entre deux, il y a un accueil, il y a une écoute, il y a une coordination des différentes actions, du psychologue, de l'assistante sociale. Et ça, ce rôle de coordination, c'est bien un rôle sanitaire qui est dévolu au médecin légiste. Pour redéfinir l'organisation de la médecine légale, un rapport interministériel avance des propositions, comme le regroupement de services de médecine légale au sein de réseaux de proximité et une contribution de l'assurance maladie pour les examens des victimes. Au sein des services, les médecins attendent un geste fort et un financement plus cohérent, quelle que soit son origine. Les ministères de la Justice et de la Santé attendent maintenant un arbitrage du Premier ministre sur ce sujet, mais aucune date n'a été fixée. Voilà, on n'a pas le temps de vous parler de l'ordre d'été et de l'ordre d'hiver, on le fera demain. Fin de ce journal, rubrique Vie pratique. Si vous avez du mal à entendre une discussion dans une ambiance sonore bruyante, peut-être souffrez-vous de presbyacousie, c'est la dégénérescence liée à l'âge, et ça peut être corrigé par une aide auditive. Mais c'est peut-être aussi un problème de démasquage des sons, et dans ce cas, l'appareillage d'oreille n'est pas forcément nécessaire, mais il y a autre chose, Nicolas. Oui. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Marina. Bonjour, Michel. Avant toute chose, l'autre chose, c'est déjà d'aller voir son ORL. Si on a un doute, c'est lui qui va déterminer si vous avez besoin d'être appareillé, ou s'il faut attendre un petit peu, ou s'il y a d'autres solutions. Alors effectivement, le problème de la presbyacousie dont vous avez parlé, c'est que tous les sons diminuent, alors que le démasquage, c'est faire la différence entre la parole de quelqu'un dans un milieu ambiant bruyant, un brouhaha, une salle de restaurant, devant la télévision, etc. Et donc ce problème-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le syndrome du banquet. Vous savez, quand vous faites semblant d'entendre celui qui parle à l'autre bout de la table, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, à part les appareils qu'on met dans l'oreille, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors, j'ai ceci. Alors, ceci, c'est un émetteur-récepteur. Voilà, je vais les séparer l'un l'autre. Je vais vous donner ceci parce que c'est vous qui me parlez. D'accord, on est dans un milieu ambiant bruyant. Et puis, moi, je vais avoir ce récepteur-là. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre le son de la source qui est à côté de lui, là. Donc, je vous le donne à vous, mais je peux très bien le mettre à un orateur, à une tribune, etc. ou à quelqu'un dans un restaurant. Ça va prendre ce son, ça va le filtrer. Et par Bluetooth, donc par radio, comme on a avec les téléphones maintenant, moi, ici, à la réception, je vais vous entendre vous et que vous.
C'est-à-dire que ça va gommer, ça va filtrer toute l'ambiance sonore. Ça on va mange écraser les basses, en grosso Quand on modo. mange à deux dans un endroit, un grand restaurant. Alors bon, ça peut se mettre discrètement. Vous le posez sur la table à côté de vous, puis moi je vais me mettre ça. Les trucs dans l'oreille, c'est Moi sympa. je vais me le mettre dans la poche et puis juste avec un petit. Ça, c'est pas très discret, ça. Ça, c'est pas très discret, mais enfin, vu le nombre de là, personnes qui parlent. Quand je vous parle. Attendez, il faut que je l'allume. Pas besoin. Ça, oui, je ne l'ai pas allumé, mais c'est vous pour les allez gens. voir, vous allez le donner à Marina. C'est pour les gens, on l'a compris, qui ont des problèmes de démasquage, mais Ouais, ça sert aussi à d'autres gens. Hein. Voilà, ça sature un petit peu, Michel. Là. Il va pas entendre finir sa chronique. Hein. Voilà. D'accord. Ça fait rien. Bon, mais pas à côté, posez à vous côté. dépêchez. Posez-le à côté. Posez-le à côté. Voilà, là, ça suffit. Voilà, là, on entend bien. À qui d'autre ça peut servir Alors, en à qui dehors d'autre de ça ces peut gens qui ont des servir problèmes Alors, il faut savoir qu'il y a 4 millions. Il paraît qu'il y a 4 millions de personnes qui ont des problèmes de démasquage. Je ne sais pas comment on fait les statistiques pour dire qu'il y a 4 millions, enfin, c'est le chiffre officiel qui est sorti. Mais ça peut être effectivement à des étudiants qui ont déjà des problèmes, ils sont dans un amphi. Les amphis, on n'entend pas toujours très bien quand on est au fond. C'est pour ça qu'il y a du brouhaha qui vient du fond. Parce que les gens, ils n'entendent pas ce que dit le prof en bas. Donc, ils peuvent mettre ça à côté, ils mettent ce petit émetteur-là à côté du professeur, puis ils écoutent. Et ça peut servir aussi, outre dans les restaurants ou autres, ça peut servir à des enfants qui sont déjà atteints de surdité, qui sont déjà appareillés. Alors ils sont appareillés, mais leur appareillage, il va amplifier tous les sons. Donc s'ils mettent ça en plus de ça, parce que c'est compatible avec leur appareil, s'ils mettent ça à côté du professeur, ben, même s'ils sont au fond de la salle, ils entendront bien le J'en vois professeur. déjà qui se disent que ça peut servir d'espionnage. Vous mettez ça dans le bureau de quelqu'un, Ouais, enfin, faut le discrètement voir, il est sur le allumé. bureau. Bah, bien sûr. Il y a voilà. toujours Et des hop, gens qui ont des vous mauvaises écoutez à idées. côté. Bien sûr. C'est du Bluetooth, donc on ne peut pas me transmettre à 2 km non plus, hein, en même temps. Et puis alors dans les banquettes, par exemple, quand vous êtes en dîner de famille et vous voulez absolument connaître les résultats de football, il y a un match entre le PSG et Lyon, par exemple, qui est en train de se jouer, il y a du bruit autour de la table, vous tendez l'oreille, vous n'entendez pas, avec ça, vous allez entendre. Vous allez entendre à côté le son de la télé. Contente, belle-maman, là. Oui, le belle-maman et le beau-papa, ils s'engueulent, ça ne vous gêne pas. Parlez-moi Je veux dire, en tant que supporter du PSG, pour vous, vous n'avez pas ce genre de problème. que PSG Lyon, s'il vous plaît. Bah oui, il n'y a pas de but, donc vous n'avez pas besoin de savoir qui a marqué. Donc, Alors, oui. continuez. On continue dans la foulée. Oui, d'accord. Alors on continue effectivement pour la vue et la mémoire. Vous avez des tas de choses. Absolument, au niveau du son aussi. Alors déjà, le téléphone celui-là en tout cas, il est aussi compatible avec les appareils auditifs. C'est-à-dire que vous savez, quand vous vous rapprochez un appareil, un combiné téléphonique de l'appareil, souvent ça siffle. Ouais. Donc celui-là, il est compatible, on peut régler exactement. Et surtout, il est pour les personnes qui ont des problèmes de vue ou de mémoire en plus. Donc de vue, vous avez des très grosses touches ici, déjà, qui vous permettent de mettre les numéros. Et si vous avez un gros problème de vue et que c'est simplement des photos qui peuvent vous aider, ben vous avez ici, comme vous voyez, j'ai mis des photos. Et quand je vais appuyer sur la photo... C'est la femme de Benoît en haut, c'est ça ? C'est ça, c'est Angélina, la femme de Benoît. Donc dès que j'ai un problème chez moi, je vais appeler mon ami Michel. Hop, j'appuie ici, ça compose son numéro directement. Ou Marina, ou c'est pas Benoît. Mal pour les enfants aussi. Alors pour les enfants aussi, effectivement. Ça se programme encore faire les numéros en cas d'urgence. Ils appuient papa. Alors on peut mettre le numéro des pompiers, on peut mettre simplement un casque de pompier ou un truc comme ça, ou de police, etc. Voilà. Et en plus de ça, celui-là, il va avoir une grosse lumière fluo donc dès que ça va sonner, qui va s'allumer. Comme ça, on va savoir, même si la personne est un peu déficiente auditive. Et on va pouvoir régler aussi là. Le son et du combiné et du haut-parleur. On trouve ça où ? Et ça, on le trouve dans des magasins spécialisés. Vous pourrez avoir l'adresse sur Internet. Et ça encore. Et alors, j'ai ça aussi. Ça, ce petit boîtier-là. Mais c'est la même chose que le téléphone. Il y a 6 touches. On va le mettre entre notre téléphone existant. On est bien entouré. Hein ? Oui, tout à fait. Entre notre téléphone existant et la ligne téléphonique. Donc c'est pareil, on rentre 6 numéros. Donc là, j'en ai rentré quelques-uns. Je me dis que si jamais j'ai un petit souci, j'appelle mon copain ici. Pof, hop là. Nico. Voilà. D'accord. Et les prix de tout ça ? Alors, les prix de tout ça, il faut que je vous dise ça. Grosso modo, vous sachiez que le téléphone, c'est autour de 100 €, 119 €, que ça, c'est autour de 40 €, et que le boîtier pour le syndrome du banquet, qui vous permettra d'écouter les résultats de vos matchs, c'est 400 €. Ah oui, quand même. 400 €. D'accord. C'est compatible avec tous les appareils auditifs, avec ce qu'on appelle les boucles, etc. Ça peut se connecter aussi directement dessus, s'il y a des prises qui permettent de se connecter dessus. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Place à notre expert du jour, Dominique Chimbakala, spécialiste en économie, avec elle aujourd'hui on aborde un sujet assez tabou, les consultations privées, mais à l'hôpital. Oui, depuis 1958, les médecins ont le droit de recevoir leur clientèle privée à l'hôpital et de se faire payer comme en ville. Un statut qui leur a été octroyé pour éviter l'exode des élites médicales vers les cliniques. Seulement voilà, ces dernières années, la presse, mais également des associations de patients se sont fait l'écho de dérives. Consultations à des prix exorbitants, opérations chirurgicales à plusieurs milliers d'euros. Alors derrière le scandale et les fantasmes, quel est le coût réel d'une consultation privée à l'hôpital? L'enquête de Dominique Chimbakala, Nicolas Forest et Claire Feinstein.
Nous sommes dans le service gynécologie obstétrique de l'hôpital Tenon à Paris, un service tenu par le professeur Antoine. Chaque année, ce gynécologue reçoit des centaines de femmes pour des problèmes de grossesse pathologique, de stérilité ou bien des problèmes de routine. Il les reçoit notamment dans le cadre de consultations privées. Et vous allez le voir, c'est comme des consultations en cabinet libéral, sauf que c'est à l'hôpital. Il est vraisemblable que ce sera pour vous une proposition de fécondation in vitro avec micro-injection des spermatozoïdes. Adeline et Cyril essaient d'avoir un enfant depuis 2 ans. Ils envisagent une fécondation in vitro et passent toute une série d'examens. Aujourd'hui, consultation privée avec le professeur Antoine. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu voir monsieur dans le cadre d'une consultation publique? Tout d'abord, déjà dans le terme de délai, parce qu'en consultation privée, on attend 1 à 2 semaines maximum. Alors que dans le public, on est obligé d'attendre 2, 3, voire 4 mois, voire plus pour ce genre de choses. Pas d'attente, mais une consultation à 90 €, 65 € de plus qu'en consultation publique. Le montant est directement payé au médecin. Merci beaucoup. Et voilà votre feuille. Bien sûr que ça apporte un supplément de revenus, mais ça ne double pas mes revenus. Ça m'apporte peut-être plus 30% ou plus 50% les bonnes années, et à peine. Je dirais plutôt de l'ordre de plus 30-40% à peu près au final. Patienter ou payer, vous venez de l'entendre aujourd'hui, même l'hôpital fonctionne de cette manière. Il vous en coûtera entre 100 et 150 € en moyenne pour une consultation privée. Pour une opération, cela peut voler très haut, très vite, 2 000, 3 000, voire 6 000 € selon la spécialité. Les prix sont fixés par les médecins eux-mêmes, notamment en fonction de leur notoriété. Alors normalement, l'activité libérale à l'hôpital est très réglementée, mais comme vous allez le voir, les contrôles sont souvent difficiles, voire impossibles. En matière de consultation privée, le directeur de l'hôpital nous explique les règles. Les médecins doivent verser à l'établissement une redevance, environ 5 € par consultation. Ces dernières ne doivent pas prendre plus de 2 demi-journées par semaine. Enfin, le nombre des prestations privées ne doit pas dépasser celui des prestations publiques, des informations déclarées par le médecin. Ça veut dire que le médecin, il peut tricher s'il veut? Il peut tricher. S'il est malhonnête, il peut tricher. Mais dans ce cas-là, il se met en dehors de la réglementation, il se met en dehors du cadre. Comment est-ce que vous pouvez savoir exactement le nombre de personnes qui rentrent dans le cabinet du médecin une fois que les portes sont fermées? On ne peut pas le savoir. On peut pas le savoir. C'est pas possible, on ne peut pas le savoir. Impossible aussi de savoir le nombre de consultations payées en liquide et non déclarées. Du coup, même à l'hôpital, certains médecins sont opposés aux consultations privées. Bonjour. C'est le cas du professeur Grimaldi, pour qui il faut carrément les supprimer. Quand vous dites ce malade, je le prendrai que dans 6 mois, parce qu'avant, je suis plein, pour 15 jours, dans les 15 jours, je peux voir le privé, mais l'autre, ça sera dans 6 mois ou dans 9 mois, vous n'êtes plus dans l'égalité d'accès aux soins. Le principe républicain, il est l'égalité d'accès aux soins en fonction, non pas de vos revenus, mais de la gravité de votre pathologie. Quand il faut programmer une opération ou une visite médicale, un médecin doit parfois faire des choix en fonction de l'état de santé de ses patients. Si certains le payent et d'autres pas, eh bien, il y a conflit d'intérêts. Pour éviter les dérives, il faudrait donc des contrôles drastiques. Et on a essayé en 1999, une loi impose aux patients des consultations privées de payer aux caisses des hôpitaux pour éviter les dessous de table, tollé dans la profession. 3 ans plus tard, la loi est donc abolie sous l'action du nouveau ministre de la Santé, Jean-François Mattei, lui-même médecin hospitalier. Claire, un petit rappel pour Allo Docteur. Alors dans la rubrique Allo Docteur, nous recevrons 2 médecins et un représentant d'associations de patients qui parleront de leurs relations les uns avec les autres, tout ce que vous voulez savoir sur les consultations, la confidentialité. Vous posez vos questions au 41 555 sur votre portable ou sur le www.france5.fr. On prend tout de suite de vos nouvelles là. Aujourd'hui, on va parler de l'hormonothérapie dans le cadre des traitements contre le cancer. Avec vous, Marie. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu un cancer du sein diagnostiqué il y a 5 ans. Vous avez subi une ablation du sein, des séances de chimio, de radiothérapie. Et après tout ça, on vous a proposé donc un traitement à base d'hormones. Des traitements qui sont possibles lorsque, comme ça a été votre cas, le cancer est ce qu'on appelle hormonodépendant, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses se développent en captant des hormones avec des récepteurs tout à fait spécifiques. Oui, dans le cas du cancer du sein, ces hormones, ce sont les estrogènes qui sont produits par les ovaires et les glandes qui se trouvent sur les reins. L'hormonothérapie consiste donc à bloquer l'influence de ces estrogènes, un traitement qui n'est pas dénué d'effets secondaires, comme vous l'aviez expliqué à Dominique Lanzalavi et Jérôme Wesselberg.
Il y a 2 ans, Marie a développé un cancer du sein dont elle a été opérée. Elle continue aujourd'hui de prendre chaque jour un médicament. Il s'agit d'une hormonothérapie, un traitement que l'on prescrit lorsque, comme le sien, un cancer est hormonodépendant. On a fait de la chimiothérapie, 8 séances de chimiothérapie, une opération, ablation du sein, ensuite donc des rayons. Et après ça, donc, on m'a proposé ce traitement d'hormonothérapie pour éviter la récidive. Les effets secondaires de l'hormonothérapie sont proches de ceux de la ménopause. Chez Marie, elle provoque des bouffées de chaleur particulièrement gênantes dans sa vie sociale. Quand je suis par exemple dans un restaurant, je peux d'un seul coup me mettre à transpirer, ce qui fait que quand on est en plein hiver, ça étonne vraiment les gens autour de moi. Ils me regardent en me disant mais qu'est-ce qu'elle a cette dame, bon. Surtout que je n'ai pas 70 ans. Non, vous n'avez pas 70 ans Marie. Non. Et est-ce que ce traitement est toujours aussi difficile à supporter? Non, il s'est amélioré effectivement. Enfin, effectivement, il y a beaucoup moins de bouffées de chaleur. Malheureusement, c'est une prise de poids qui reste toujours. Mais au niveau des bouffées de chaleur, il y a une amélioration nette. Quand même, ouais. Et jusqu'à quand, normalement, vous allez le prendre? Alors, normalement, jusqu'à juillet 2008. Donc, je suis en phase finale du traitement. D'accord, parce que pour l'instant, tous les contrôles qu'on fait sont bons. Sont bons, très bons, oui, tout à fait. Et donc, je suis suivie à Curie et bon, tout va bien. Alors, on peut dire que vous n'avez pas eu de chance. C'est on peut un dire fait. ça comme ça. Il y a eu ce problème de sein, de cancer du sein, le traitement qui donne des effets secondaires. On vous reconstruit le sein en se disant, bon, c'est bon, on va s'en sortir. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une reconstruction, ma mère qui, esthétiquement parlant, belle réussite, hein, tous les médecins le disent, mais malheureusement, nécrose au niveau de la plastie abdominale, puisque elle a été faite avec le lambeau du grand droit, donc c'est un muscle de l'abdomen qui a servi en fin de compte. Muscle et on l'amène jusqu'au voilà, sein plus la plastie abdominale, donc la chair et la peau du ventre qui est en fin de compte utilisée pour cette reconstruction, ce remodelage en fin de compte du sein. Et là, malheureusement, nécrose, donc mort des tissus, donc obligé de, on peut assimiler ça à une espèce de gangrène, donc obligé de gratter progressivement donc les tissus. Donc ça a duré finalement des mois encore après. 4 mois de cicatrisation avec et aujourd'hui des douleurs. Et aujourd'hui des douleurs persistantes. Je donne un peu l'image d'une femme d'une taille 48 qui est dans un corset de 38 en permanence, ou pour les hommes, voilà, tout à fait, tiraillement et serré complètement. Et ou alors pour les hommes, je donne l'image de quelqu'un qui fait 300 pompes, les abdominaux, et puis qui se retrouve toute la journée. Ces douleurs sont suffisamment importantes pour que vous consultiez d'abord dans un centre antidouleur et que vous ayez arrêté de travailler quand même. Absolument. Oui, j'ai été suivie 3 ans à Saint-Antoine et donc aucune molécule antalgique n'a fait, ni les morphiniques, rien. Donc j'ai tout arrêté en me disant, tant qu'à faire, je préfère vivre normalement avec effectivement ces douleurs en permanence. Difficile à vivre et ça a entraîné une cessation d'activité absolument. Parce que on a l'impression, sans vous connaître, vous avez une joie de vivre quand même qui est incroyable par rapport à tout ce que vous avez vécu. Oui, il paraît. Il paraît. Alors, j'ai des amis qui appellent ça ma tortilla thérapie. C'est-à-dire que je suis d'origine espagnole et en l'occurrence, c'est la convivialité, la joie de vivre. Oui, et c'est la nature qui reprend le Continue comme dessus. ça. Oui. Bon courage. Merci. C'est maintenant l'heure de 7 minutes pour une vie. On va retourner au Niger avec les équipes de Médecins sans frontières qui luttent contre la malnutrition des enfants. Et aujourd'hui, nous suivons une équipe de MSF en tournée dans un centre éloigné de Maradi. Elle va distribuer les rations de plum peanut, cet aliment enrichi qui apporte les nutriments nécessaires aux enfants. Mais elle doit également prendre en charge ceux qui arrivent gravement affaiblis et malades. Voyez ce reportage de Laure de Nadayak et Laurent Jouard. Le Niger, en Afrique de l'Ouest, le pays le plus pauvre au monde selon les critères de développement humain de l'ONU. Ici, plus d'un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans et la malnutrition intervient dans plus de la moitié de ces décès. À Maradi, dans le sud du pays, Médecins sans frontières a mis en place depuis 6 ans un important programme nutritionnel. L'ONG soigne chaque année des dizaines de milliers d'enfants. Claire est médecin pour MSF depuis 3 mois. Ce matin, elle part avec son équipe au centre ambulatoire de Danissa, à 3 quarts d'heure de route de Maradi. 2 fois par semaine, l'ONG y tient des consultations pour enfants très malnutris.
Les mères sont des paysannes pauvres qui doivent souvent marcher 1 ou 2 jours pour venir jusqu'ici. Une démarche d'autant plus difficile qu'elles doivent quitter leur champ et leurs autres enfants dans l'espoir de soigner celui-ci. Ça va. Alors ici c'est la première salle en fait et c'est ici que la maman attend pour savoir si leur enfant entre dans notre programme ou pas. Donc savoir si leur enfant est malnutri sévère. Et chaque enfant est d'abord pesé et ensuite mesuré. Le rapport entre la taille et le poids permet de repérer les enfants très malnutris selon les standards de l'OMS. Médecins sans frontières inclut dans ses programmes tous ceux qui ont entre 6 mois et 3 ans au moment où l'enfant sevré doit avoir une alimentation diversifiée. Ces enfants malnutris ont un système immunitaire très affaibli qui les rend très vulnérables à toutes les maladies. Comment ça va? Ici, on est au 2e poste, en fait. Les enfants qui sont admis dans le programme, donc qui sont malnutris sévères. On prend d'abord la température et alors on fait le test du Paracheck. Donc ça, c'est un test qui permet de dire si l'enfant a la malaria ou pas. C'est systématique, on le fait en malnutrition dans le programme. Ce sera encore plus important quand on entrera dans la saison des pluies, où là, il y en a énormément qui sont atteints de paludisme. Donc ici, on fait le test de l'appétit. Donc on donne une ration d'aliments thérapeutiques à l'enfant. On l'installe confortablement avec sa maman et on regarde tout simplement s'il mange, s'il a de l'appétit ou pas. C'est vrai qu'il y a des enfants malnutris qui n'ont pas d'appétit en fait. Et ça reflète une carence en micronutriments. Les enfants qui ont encore de l'appétit seront suivis mais pourront poursuivre leur traitement à domicile. En revanche, les anorexiques devront être hospitalisés pour être nourris par sonde dans un premier temps. Voilà, donc ici c'est la consultation, donc c'est l'étape après le Paracheck et le test du PPN. Ici, chaque enfant est consulté. Et donc c'est ici qu'on détermine s'il y a une pathologie associée à la malnutrition ou pas. C'est surtout diarrhée, infection respiratoire qu'on rencontre le plus. Ceux qui ont une pathologie grave sont envoyés à l'hôpital. Pour les infections plus bénignes, MSF donne des médicaments sur place et des doses de plum peanut, un aliment thérapeutique facile à utiliser, sont distribuées aux mères. Ici c'est la pharmacie, donc c'est ici que les enfants reçoivent leur traitement. Et alors ils reçoivent la première dose sur place. Donc ils ont tous un traitement systématique qu'on leur donne à l'admission. Donc ça c'est un médicament antiparasitaire, un antibiotique de prévention, de l'acide folique pour lutter contre l'anémie et alors de la vitamine A qui constitue vraiment un des micronutriments les plus importants et la majorité des enfants malnutris sont carencés en vitamine A. Ils sont aussi tous vaccinés contre la rougeole. Vu la malnutrition et le système immunitaire affaibli, la rougeole peut leur être mortelle. Après le traitement systématique, les enfants reçoivent l'aliment thérapeutique pour 1 semaine. Donc ils en prennent un le matin, un le soir. Ça fait 14 pots. Et alors ils reçoivent également un savon pour favoriser l'hygiène à la maison. Grâce au plum peanut, l'enfant grossit rapidement. Jusqu'à sa guérison, la mère va revenir ensuite chaque semaine avec son enfant pour prendre sa ration hebdomadaire. Retour dans la salle d'attente. Claire examine rapidement les enfants pour déceler d'éventuelles urgences. Elle remarque un garçon apathique, sans réaction. Il souffre de diarrhée depuis 1 semaine. Il est déshydraté en fait. On va aussi le faire passer. On va le peser le toisé maintenant. Un peu plus loin, un bébé de 40 jours. Il est encore exclusivement allaité par sa mère. Il est trop jeune pour bénéficier des aliments thérapeutiques. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien à téter. Banono. Les conjonctifs sont colorés. Il n'a pas l'air déshydraté. Il est bien tonique. Donc il est possible qu'il soit malnutri par insuffisance maternelle, mais il n'a pas a priori pas de pathologie associée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut aider la maman au niveau de l'insuffisance du lait maternel.
C'est pour toi cet aliment thérapeutique et pas pour ton enfant. Tu vas en prendre un matin, un midi et un autre le soir. Et tu reviens nous voir ensuite la semaine prochaine. En salle de consultation, l'infirmière demande l'avis de Claire pour la petite Saourma, 1 an et demi. L'enfant présente des cheveux décolorés et des œdèmes au niveau des mains et des pieds, c'est le kwashiorkor, un syndrome grave de malnutrition qui provient d'une alimentation trop pauvre en protéines et en acides aminés. Ça demande un régime à base de lait au début et une surveillance en hospitalisation. Une fois que les œdèmes commencent à disparaître, alors seulement à ce moment-là, l'enfant peut passer en ambulatoire. D'autres enfants doivent être envoyés à l'hôpital. Claire les examine pour confirmer l'orientation des infirmiers. Le petit Bahari a 22 mois. Il souffre de paludisme associé à une anémie et à une déshydratation. L'enfant est très mal en point, il va devoir partir en urgence à Maradi. À côté de lui, Rajanou, 16 mois, respire vite et bruyamment. C'est une infection respiratoire grave. T'entends vraiment... T'entends à droite que ça crépite, à gauche c'est normal, t'entends rien de particulier. Donc il y a une IRB. Quant à Bassirou, 2 ans, il est tellement carencé qu'il a perdu l'appétit. Il va falloir le nourrir par sonde. En fin de matinée, 5 enfants très malnutris sont déjà envoyés à l'hôpital de Maradi. Les autres enfants, une quarantaine aujourd'hui, pourront être nourris par leur mère à la maison. Ces distributions de Plum Peanut ont changé la donne. Les mères peuvent garder leur bébé avec elles, ce qui simplifie beaucoup leur vie. Et MSF peut ainsi traiter beaucoup plus d'enfants sans augmenter le nombre de soignants. En 2006, 70 000 d'entre eux ont ainsi pu être soignés dans cette région. Si vous voulez soutenir les programmes de Médecins sans frontières, vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'affiche MSF, boîte postale 2003, 75 011, Paris. Dans quelques instants, on vous retrouve pour Allo Docteur. On attend toutes vos questions sur la relation médecin-malade. Nos invités sont là pour y répondre. À tout de suite. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait dans mes études. Enfin. Oui. Il en faut un. Oui, il en faut un. C'est vous. On a moins de patrons qui viennent avec des nœuds pas. Ah oui, c'est fini. Ah, c'est fini, ça. On avait l'analyste. Psychanalyste et puis un médecin légiste aussi. Et les cravates vont être interdites dans les hôpitaux anglais. C'est bien. Elle trempe dans les staffs et elle vous badigeonne après. Ouais. Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Juste avant de vous parler de cette émission, on voudra répondre à plein d'SMS qui sont arrivés pendant l'émission précédente, le magazine de la santé. 1, non, Benoît n'est pas malade, il est en vacances. 2, non, Claire n'est pas célibataire. Donc, c'est pas la peine de vous énerver. La relation médecin-malade a considérablement évolué. Avant, le patient qui consultait se soumettait d'emblée à l'autorité du médecin et en acceptait a priori et sans discussion
les conséquences, quand bien même fussent-elles fâcheuses. Pendant des siècles, les choses ont été ainsi, mais elles ont bien évolué. Oui, en effet, très souvent aujourd'hui, les patients viennent consulter après avoir fait un tour sur Internet et surtout, ils ne sont pas toujours d'accord avec tout ce que dit le médecin. Le savoir médical n'est plus aux yeux du public l'apanage du professionnel de santé. 3 invités sont autour de nous pour répondre à toutes vos questions. Le docteur Isabelle Mollet-Massol, qui est médecin, psychanalyste et psycho-oncologue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, La relation médecin-malade, paru chez Dateb. À vos côtés, le professeur Jean-Louis Misset, qui est cancérologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour. Bonjour. Et à côté de Claire, Karim Félicie, membre du collectif interassociatif sur la santé. C'est ça. Claire, pour les questions. Vous pouvez continuer à les poser tout au long de l'émission par le biais de votre téléphone portable, 21 555 ou sur internet www.france5.fr. Écoute, interrogatoire soigneux, dialogue, examen, rédaction de l'ordonnance sont des étapes classiques de la consultation que ne pourront jamais remplacer même les plus complets des sites internet d'infos médicales ou la meilleure émission de télé. Cécile Guéry-Riquier, Olivier Casas font le point sur la relation médecin-malade. Le médecin a toujours la cote dans le cœur des Français, mais la relation qu'ils entretiennent avec lui est tout de même complexe. Les Français sont fidèles à leur médecin. Beaucoup apprécient le concept du médecin de famille. Plus de 60% fréquentent le même depuis 6 ans et 1 sur 10 n'en a même jamais changé au cours de sa vie. Pour la très grande majorité d'entre nous, c'est un véritable confident. Ce qu'on ne dit plus au prêtre, on le dit au médecin. 4 patients sur 5 disent pouvoir aborder des problèmes intimes avec lui. Toutefois, quelques points de désaccord. Le temps de consultation, un quart d'entre nous en est insatisfait et le trouve trop court. Les médecins sont d'accord et se disent débordés. Autre motif de discorde, la place de la technique. La majorité des Français fait plus confiance à un médecin qui privilégie les examens médicaux à la palpation, ce qui est contradictoire puisqu'ils sont aussi prêts à le laisser tomber pour un autre qui pratique la médecine douce. La relation médecin-malade n'en a pas fini d'évoluer avec la féminisation de la profession, puisqu'aujourd'hui, 64% des étudiants en médecine sont des étudiantes. Alors, on a parlé dans ce petit reportage de ceux qui sont insatisfaits de la durée de la consultation. Mon médecin expédie les consultations. Comme je suis timide, j'arrive pas à lui parler de tous mes problèmes. Que faire? Nat pose la question, Isabelle. Alors, la durée de la consultation, c'est un gros problème, toujours. La durée de la consultation est un gros problème parce que nous sommes paradoxalement dans une société qui communique beaucoup, mais où peut-être peu de paroles vraies sont échangées. Et les patients ont besoin d'être écoutés et entendus à travers un véritable dialogue. Donc, pas assez de temps pour l'écoute, pour être entendu et espérer être compris. Et on peut le dire au médecin? Bien sûr, on peut dire. Quand il se lève pour vous dire la consultation est finie, vous pouvez rester assis en lui disant vous rasseyez, j'ai pas fini? C'est un peu tard, il vaut mieux le dire avant. Ce que je veux dire, c'est que le patient n'est pas complètement passif dans cette relation. C'est d'ailleurs lui qui inaugure la relation. On dit relation médecin-malade, mais c'est souvent malade-médecin. Donc le patient a le droit de dire ce dont il a besoin. C'est nécessaire. Je m'entends trop bien avec mon médecin, c'est un ami proche, j'ai peur que cela nuise à son objectivité. Qu'en pensez-vous? Jean-Louis Misset, je rappelle que vous êtes cancérologue. C'est un problème qui peut se poser, effectivement, de ne pas réfléchir pareil pour des amis que pour des patients anonymes. Vous acceptez de traiter vos amis? Des amis, oui, éventuellement, des membres de ma famille, non. Je crois qu'il y a 2 choses différentes. Il y a effectivement la prise en charge de quelqu'un qui vous est très bien connu, qui vous est proche. Là, c'est aux patients, des amis, j'en ai dans ma cohorte, qui ont souhaité se confier à moi et ça se passe bien avec eux comme avec le patient. Et puis, il y a prendre en charge quelqu'un de sa famille et ça, je crois que c'est effectivement pas très simple parce qu'il faut pouvoir avoir une certaine distance vis-à-vis de l'affectif pour prendre les bonnes décisions au bon moment, imposer éventuellement des choses désagréables, etc. Et puis, il y a le malade qu'on suit et avec lequel la relation s'étoffe avec le temps, devient une relation peut-être pas amicale, c'est pas le mot que je prononcerai, on n'est pas amis de ces patients, mais c'est une relation interpersonnelle forte, qui est une relation de connivence, qui est une relation de confiance, qui peut aller relativement loin sans gêner la démarche médicale. J'ai toujours été sidéré par les chirurgiens qui arrivaient à opérer leurs propres enfants. C'est quelque chose, je ne suis pas chirurgien, je crois que je ne l'aurais pas fait si je l'avais été. C'est difficile, hein. Claire. Un médecin doit-il garder pour lui ce que lui confie un mineur ou peut-il en parler aux parents, notamment dans le cas où les parents sont les amis, par exemple, de ce médecin?
Je crois que c'est toujours l'intérêt du malade qui prime. Alors un enfant est sous l'autorité de ses parents, donc avant 18 ans, il est tout à fait normal, et je crois même que la loi l'y oblige d'en référer aux parents. Ceci étant dit, dans certaines circonstances, il peut être important de garder un secret à partir du moment où ça n'engage pas la vie de l'enfant ou des décisions majeures. Par exemple, pour une visite chez une gynécologue ou un gynécologue pour une jeune fille, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que le secret est gardé ou est-ce qu'on peut imaginer que les parents seront forcément au courant? Parce que votre gynéco a appelé vos parents en sortant? Ne savent pas, donc c'est ah bon, ils ne savent pas que vous êtes allé. D'accord. Normalement, c'est le secret. C'est le secret, c'est le secret. Je crois, on va en parler. Le secret médical fait loi. Karine Félicie, je ne sais pas comment dire à mon médecin généraliste que j'ai emmené mon bébé chez un ostéopathe. Faut-il vraiment lui en parler? Ça, c'est une question un peu... Faut-il lui en parler? Oui, je pense. Est-ce que vous avez, justement, parce que vous vous occupez beaucoup de gens qui ont des problèmes parfois un peu difficiles avec leur médecin, non? Un peu votre... On a effectivement une ligne téléphonique qui s'appelle Santé Info Droit, mais qui n'est pas sur le versus contentieux. On a beaucoup d'appels. Est-ce que c'est des fois des relations qui se passent bien, mais c'est souvent effectivement des relations qui se passent mal. Sur son médecin, est-ce qu'il faut lui en parler? Oui, il faut tout dire à son médecin. Et l'inverse est vrai, j'aimerais dire. C'est-à-dire que le médecin aussi doit tout dire, et surtout des sujets qui sont liés notamment à la façon dont il fait sa pratique professionnelle. Est-ce qu'il suit ou pas une procédure d'évaluation des pratiques professionnelles? Est-ce que, par exemple, il s'est astreint à une formation médicale continue? Donc vous voyez que j'ai envie de renverser votre question, on peut tout dire à son médecin, mais le médecin doit aussi tout dire à son patient pour que cette relation dont parlaient mes amis et mes collègues en face... Isabelle Mollet-Massol et professeur Misset. Voilà, pour vous aider. Non, tout à fait. Non, j'ai retenu les prénoms et je ne voulais pas qu'on fasse trop intime déjà. Non, mais la question elle est intéressante sur la médecine douce, parce qu'on a l'impression que les malades, je ne sais pas si c'est ça que vous avez comme patient au téléphone, mais on a l'impression qu'ils n'osent pas dire à leur médecin aujourd'hui qu'ils vont voir quelqu'un d'autre de complémentaire. Souvent, médecine qu'on appelait parallèle, mais qu'on appelle aujourd'hui médecine complémentaire. On a l'impression qu'il y a une gêne, parce qu'on a peur de la réaction du médecin. Oui, peut-être, mais je pense que je ne sais pas ce qu'en dira Isabelle, mais je pense qu'il y a au-delà de ça, on est effectivement, vous l'avez dit en entrée, c'est un peu une porte ouverte qu'on enfonce, mais on est en ce moment dans une transition, c'est-à-dire que le médecin n'est plus le sachant omniscient et il y a une relation de confiance qui doit s'installer. Donc la discussion, il faut qu'elle soit... cette question-là, c'est une question, c'est un peu... Bon, c'est certainement une question de réalité qui se pose, mais c'est un peu caricatural. Je veux dire, les vrais problèmes ne sont pas à se demander si on doit dire à son médecin qu'on a été voir un ostéopathe ou un acupuncteur. Oui, je crois qu'il est un... Pardon. Non, le seul point, c'est qu'on doit pouvoir lui dire. Voilà. C'est important de ne pas diaboliser ces médecines alternatives, et c'est à cette condition qu'elles ne soient pas diabolisées qu'elles pourraient être intégrées, justement, parler et discuter avec le médecin traitant, et éviter des dérives qui seraient de se détourner des médecines classiques pour s'engouffrer dans des médecines alternatives qui là peuvent devenir discutables. Qu'on réagisse sur ce que vient de dire Karine Félicie en disant qu'effectivement un patient doit tout dire à son médecin, un médecin doit aussi tout dire à son patient. Point de vue médical, pour le coup, je sais que c'est une question qu'on a qui arrive un peu plus loin, mais ce n'est pas très grave. Est-ce qu'en cancérologie, un médecin doit tout dire à son patient? Pour la question des médecines parallèles, nous n'entendons que ce que nous disent les patients, mais nous l'entendons beaucoup. Je prends de l'homéopathie, je vais voir un acupuncteur, je vais voir un ostéopathe. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. Alors, est-ce qu'un patient doit tout dire à son patient? Je crois que la relation médecin-patient... Oui, un médecin, pardon. La relation médecin-patient suppose une confiance réciproque et qu'il n'y ait pas de mensonge et qu'il n'y ait pas d'occultation. Mais on sait très bien qu'il y a certains discours qui doivent être prononcés dans la progressivité, dans le respect de ce que l'autre peut entendre à un moment donné. En cancérologie, vous l'imaginez bien, tout ne peut pas être dit de façon brutale et de façon immédiate et sans préparation. Par ailleurs, il y a des choses que les patients voudraient bien savoir et que nous ne leur disons pas parce que nous ne sommes incapables de le dire. L'évaluation du pronostic n'est jamais possible à niveau individuel. Et donc, pourtant, certains le disent. Et pourtant, combien de SMS, de lettres on a reçu de gens qui nous disent mon médecin m'a dit en sortant de la consultation, vous n'avez plus que 6 mois.
C'est monstrueux parce que ça n'existe pas. La médecine n'est pas comme ça. Nous ne maîtrisons ces données chiffrées que par la statistique, sur des populations, jamais sur des personnes individuelles. Nous ne pouvons pas assigner un temps de survie à un patient. Nous pouvons lui dire que sa maladie ne sera probablement pas guérie. Nous pouvons lui dire que nous allons essayer de lui faire vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. Mais nous ne pouvons pas lui dire il y en a pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça n'existe pas sur le plan de la connaissance médicale. Claire. Une question toujours sur l'annonce. Mon cousin de 11 ans vient d'apprendre par son médecin qu'il a un cancer. A-t-on le droit d'annoncer cela à un enfant? L'enfant, comme tout être humain, tout patient, tout sujet, a besoin d'un savoir, d'une connaissance sur sa maladie. Et ce sont les patients qui nous l'ont appris. Même un enfant a besoin qu'on mette des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe dans son corps, fût-elle la maladie. Donc oui, il est important de dire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire n'importe quand et n'importe comment. Si seule la vérité peut être dite, que ce soit chez un enfant ou chez un adulte, la question est de savoir comment, à quel rythme. Mais est-ce qu'un enfant peut aussi entendre, et je reviens à vous, professeur Misset, est-ce qu'un enfant peut aussi entendre éventuellement qu'un jour il ne sera jamais guéri, ou ça, c'est pas des mots qu'on peut dire à un enfant? Non, ça, je crois que c'est pas des mots qu'on peut dire à un enfant. Par bonheur, dans le cas des cancers de l'enfant, il y en a énormément qui sont guéris, parfois avec des séquelles qu'on essaye de minimiser, mais la guérison est, sinon la règle, du moins très fréquente, même après des rechutes, et donc on n'a jamais le droit de désespérer les gens. Karim Félicie, est-ce qu'un médecin a le droit de refuser de recevoir un patient? Ah non, nous on s'est assez battu et vous avez vu, passez-moi l'expression, mais le souk qu'on a mis au sujet des médecins qui refusaient, notamment les gens à la CMU, sur une proportion assez importante, non. Ça, c'est non. Et j'aimerais là, ici, dire que ça doit être un effort collectif de tous. C'est-à-dire la profession médicale en tant que telle, et c'est vrai que les réactions de certains conseils qui sont chargés de la déontologie n'ont pas été des réactions franchement... enfin, on aurait souhaité un peu plus de vigueur, on va dire. Vous parlez quoi, le Conseil de l'ordre des médecins? Oui, par exemple. Il y en a sur pas ces 40, questions-là. Hein, non, mais j'attendais que vous le disiez, comme ça va mieux. je vois que ça percute bien. On dit tout, on emploie les mots. Voilà, le premier point. Les autres points. Alors, j'aimerais juste sur ce point-là ne pas faire une généralité, parce que sur notamment le problème de la santé en France, on est en train de crever de généralité sur plein de sujets. Donc c'est pas tous les médecins, c'est pas voilà, c'est pas une généralité. C'est pas tous les conseils de l'ordre. C'est pas tous les conseils de l'ordre. Non, mais c'est important de le dire. Mais je dirais qu'il faut un effort collectif. Les associations de patients comme les nôtres aussi, on y veille, mais aussi les organismes de sécurité sociale, parce que si en France des organismes qui doivent être des vigies sur les questions de CMU, d'accès aux soins, c'est un réel problème de santé publique en France. Claire, on va peut-être faire un reportage. Oui, on a réalisé 2 reportages qui prennent le point de vue des médecins, le point de vue des patients. On va commencer par le point de vue des médecins. Nous nous sommes rendus dans un service hospitalier, le service pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris. La visite quotidienne est l'occasion pour le docteur Gaudry de nous expliquer comment il gère cette relation. Reportage Karine Elkoubi, Damien Saugue. Bonjour monsieur. Comment ça va? À la fois les étudiants en médecine et les internes, on a cette chance de les voir vraiment tous les jours, les patients. Et donc c'est vrai que petit à petit, il y a un lien qui se forme plus facilement que si on les voit toutes les 3 semaines ou tous les mois ou tous les 6 mois en consultation. Là pour l'instant, c'est ce que je vous avais dit dans les jours qui viennent. On est en train de faire un petit peu le point sur la maladie. La chose un petit peu nouvelle qu'on a apprise par le scanner qu'on a fait il y a 2 jours, c'est qu'il y a aussi du liquide dans l'abdomen. Ouais, ils m'ont dit ce qui n'est pas normal. Ouais. Pourquoi il faut tout dire? Parce que de toute façon, le patient, à un moment ou un autre, il va savoir. Parce que si c'est pas moi qui lui dis, ce sera peut-être un autre docteur. Et il va peut-être mal prendre le fait que je lui ai pas dit. Et puis de toute façon, ça me paraît évident qu'il faut être franc. Et ils sont là aussi parce qu'ils ont besoin de savoir ce qui leur arrive. Il y a une distance qui se crée avec le patient quand on rentre dans des détails et qu'on commence à sortir des noms scientifiques un petit peu inconnus de la population générale. Et parfois, ils nous demandent directement le nom de la bactérie par laquelle ils ont été infectés. Et c'est compliqué de ne pas leur dire, donc on leur dit le nom. Alors quand on dit voilà, Stenotrophomonas maltophilia, tout de suite, ça crée quand même une petite distance, que le patient, il n'a jamais entendu parler de ça.
Le profil, c'est lui. Ça va? Ben, c'est ce que je disais, ça va peut-être un petit peu moins bien qu'hier, mais quand même mieux. L'antibiotique en question, a priori, on va le garder 10 jours. J'essaye de mieux comprendre, de tout comprendre, de mieux comprendre. Tout est mieux. Je ne dis pas que ça aide à la guérison, que ça fait la guérison, mais je pense que ça aide à l'amélioration. Enfin, c'est peut-être psychique mon histoire, on ne sait rien. Alors là, on voit effectivement un médecin qui suit ses patients. Jean-Louis Misset, vous en avez parlé, il y a des relations de confiance qui s'installent avec le temps. Là, c'est plus compliqué. Comment peut-il y avoir une relation de confiance dans un service d'urgence où on arrive, on voit le médecin qu'on ne connaît pas et on repart juste après? Comment on peut instaurer une relation quelconque? On parlait tout à l'heure du temps, le temps est important effectivement, mais le temps n'est pas toujours nécessaire. Je crois qu'il y a une qualité des paroles échangées, il y a une parole vraie qui peut être un excellent lien de confiance et qui ne nécessite pas forcément de prendre beaucoup de temps. Parfois effectivement il y a une confiance et quelque chose peut se passer comme ça dans l'immédiateté qui est de l'ordre d'un lien profond de confiance. Alors, une question très intéressante, parce qu'on sait que les médecins aiment bien prendre des nouvelles de leurs patients quand tout va bien, moins quand tout va mal. Pourquoi mon médecin traitant ne prend-il pas de mes nouvelles suite à des complications de soins? Il y a toujours cette fuite du médecin devant ce qui ne va pas dans le sens d'une bonne pratique médicale, ce qui n'est pas forcément de sa faute en plus. Le médecin a comme ça un modèle idéal, hein, quel est le patient idéal pour lui? C'est un patient, qui guérit. C'est celui qui est compliqué, qui suit le traitement et qui guérit. C'est ça. Bon, et puis la pathologie montre qu'il y a d'autres cas de figure. Il y a des pathologies chroniques, il y a des douleurs comme ça chroniques, qui fait que ça se passe autrement. Donc, est-ce que c'est oui. Ça, on s'en doute, mais est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y a de plus en plus? Je ne sais pas vous si vous avez ce. Alors, sur ce point-là, moi j'aimerais dire une chose, on en a parlé tout à l'heure, et c'est en lien avec le temps. C'est aussi notre système de santé tel qu'il est organisé aujourd'hui, avec d'un côté le paiement à l'acte, et ce temps qui suit la courbe du paiement à l'acte. Si vous êtes payé à l'acte et que vous êtes payé que pour un acte, il faut effectivement... faire plus d'actes possible. Alors, encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais il y a quelque chose de structurel de cet ordre-là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que si on est au paiement à l'acte, et c'est pour ça que nous, au CIS, on milite pour une prise en charge plus globale, avec un paiement plus global, on aura un peu plus de mal, avec les autres tâches administratives, etc., à suivre son patient au long cours. Et c'est pour ça que l'idée, il n'existe pratiquement plus, mais l'idée, il y a quelques années, du médecin référent, le médecin qui a un forfait à l'année et qui suit un patient toute l'année, je pense que là, il y avait une piste intéressante. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui manifestement, je me souviens plus la question sous les yeux, mais enfin qui avait des problèmes particuliers. C'est un cas particulier. Professeur Misset, écoutez, je crois que l'organisation du temps médical en France aujourd'hui est telle que dans les hôpitaux, c'est sûr, et je crois que chez les praticiens de ville, c'est la même chose, on ne peut plus se permettre de prendre son téléphone pour prendre des nouvelles d'un malade qui va bien. Si on sait qu'il va bien, on attend que... Bon, par contre... c'est quelqu'un qui va mal, là. Oui, alors c'est quelqu'un qui va mal. Le problème est de savoir si effectivement il y a un suivi organisé pour lequel, de toute façon, un coup de téléphone supplémentaire ne va pas changer le suivi organisé, ou si il y a vraiment... et on le fait de temps en temps, de téléphoner chez des patients chez eux, mais on ne peut pas le faire au quotidien. On n'a pas le temps. On avait reçu un courrier, Jean-Louis Misset, d'une famille, d'un jeune homme qui était... L'hôpital ne pouvait plus rien pour ce jeune homme qui a une leucémie, il est rentré mourir chez lui. Et la famille s'est sentie abandonnée parce que le médecin n'a jamais appelé. Comment vous arrivez à gérer cette partie de fin de vie de vos patients? Je crois que c'est très important ce que vous soulignez là. Je crois que même quand les médicaments ne peuvent plus rien pour les malades, il faut que les malades perçoivent qu'ils ne sont pas abandonnés par les médecins. Je crois que c'est la fonction la plus noble des médecins et des soignants en général, c'est d'accompagner jusqu'au bout. Hippocrate disait accompagner toujours, soulager souvent, guérir parfois, mais accompagner toujours, même quand on arrive aux limites de l'efficacité thérapeutique. Le seul problème, c'est effectivement dans les structures hospitalières telles qu'on leur demande aujourd'hui d'avoir une rentabilité, sont telles que,
En fonction de la demande qui nous parvient et en fonction des possibilités thérapeutiques et de l'utilisation de l'outil hospitalier, on peut quelquefois être amené à dire que la prise en charge ne sera plus dans le milieu hospitalier. Il serait souhaitable, évidemment, que cela ne rompe pas le lien entre le patient, sa famille et le corps médical qui l'a suivi depuis le début de sa maladie. Ça se fait quelquefois, ça se fait pas toujours. Ça peut être une question de personnalité du médecin, ça peut être aussi une question d'emploi du temps. Encore une fois, il faut savoir que les médecins hospitaliers sont harcelés, surchargés, font des journées de 12 heures, 5 jours par semaine, plus le samedi matin, et que recaser encore des coups de téléphone, c'est pas forcément simple. Et c'est évident c'est tout le problème d'ailleurs de l'institutionnalisation des soins palliatifs qui induit inévitablement une rupture dans la chaîne de soins, une rupture dans la relation médecin-patient qui est le plus souvent très mal vécue. Alors on a une... Oui, Claire, non ? On tourne... On prend le point de vue des patients, éventuellement, ou on fait une question juste Alors, avant ? je suis pétrifié à l'idée de me mettre nu devant mon gynéco. Est-ce normal ? Élise, 22 ans. Alors, bon, on ne va pas se mettre à la place d'Élise. Il faut peut-être qu'elle parle peut-être avec son médecin ou qu'elle vainque sa timidité. Mais à travers cette question, il y en a une autre plus importante, c'est jusqu'où on a le droit de dire à un médecin « Non, je ne veux pas me déshabiller devant vous ». Est-ce que ce sont des relations qui parfois sont très gênantes quand on estime que ce n'est pas justifié ? Est-ce que vous avez eu ça dans vos études, dans vos enquêtes, cette intimité par rapport au médecin ? La relation médicale est une relation d'intimité, physique et psychique très, très étroite. Bien sûr qu'un malade il a le droit de tout dire, un malade. Après, je crois que c'est dans la relation justement que la question peut se reposer, savoir qu'est-ce que ça revêt et ne pas avoir de position tranchée, c'est bien ou c'est mal. C'est dans cette rencontre entre les freins, les blocages que peut avoir le patient et le médecin que la question va... Dans vos enquêtes, les médecins respectent l'intimité de leurs patients ou pas ? Nous, on en parlait tout à l'heure entre nous, on disait que par exemple, quand il s'agit de se déshabiller devant le médecin, c'est très gênant. Alors s'il y avait un petit paravent et qu'on pouvait se déshabiller sur le côté, ce qui n'est pas le cas dans tous les cabinets. Parfois, le médecin dit « déshabillez-vous ». Mais c'est terriblement agressant que de devoir se déshabiller pour beaucoup devant le médecin sans justement... c'est un acte qui est très terriblement impliquant. Donc effectivement, on peut... penser qu'il y ait un paravent ou un coin, comme souvent dans gynéco, il y a un recoin où la patiente... Chez les gynécos, oui, mais chez les autres médecins, pas toujours, pour des questions de place en plus. Mais même quand il y a un paravent, les patients ne l'utilisent pas toujours. Il se trouve que j'en ai un dans mon box de consultation. Et ils mettent les vêtements dessus. C'est moi qui dis aux patients, allez là-bas. En tout cas, si un patient refuse de se laisser examiner, c'est évidemment son droit. Mais je crois que le médecin a le devoir de lui dire à ce moment-là, si je ne vous examine pas, je ne pourrai pas faire mon travail correctement. Claire. On va peut-être voir ce que donne le point de vue des patients qu'on est allé rencontrer dans une pharmacie. Lorsque les patients viennent à la pharmacie, en général, ils ont une bonne opinion de leur médecin parce que c'est un médecin qu'ils ont choisi. C'est un médecin souvent de famille en qui ils ont toute confiance, ils ont confiance dans la prescription. Quand je vais voir mon médecin, je lui décris les symptômes et c'est à elle de faire le diagnostic, c'est pas à moi de toute façon. Donc je lui fais confiance là-dessus, elle me connaît depuis longtemps donc il n'y a pas de souci. Je m'auto-diagnostique avant d'aller chez le médecin et puis en général il ne me contredit pas trop souvent. Normalement un généraliste devrait être compétent sur tout. Mais c'est compliqué d'être compétent sur tout, il me semble. J'accepte le verdict de mon médecin traitant, à moins qu'il n'y ait une spécialisation quelconque pour laquelle je pense qu'il faut un complément d'enquête. Question confiance des médecins, ça c'est un très grand problème parce que il faut souvent en prendre et en laisser. Vous me direz que c'est pas très rationnel comme attitude, mais c'est comme ça. Grosso modo, j'ai confiance. Maintenant, à certaines occasions, je m'interroge quand même pour savoir si c'est bien utile que je prenne tel ou tel médicament. Quand je sors de chez le médecin avec une ordonnance, je connais en général le type de médicament qu'il me prescrit. Je vais chez le pharmacien et j'achète pas forcément tout parce qu'effectivement, parfois je me dis que je ne peux ne pas en avoir besoin ou parfois je sais qu'il y a des médicaments que je ne prendrai pas parce que je trouve ça la prescription trop importante et que j'aime pas être trop médicalisée. C'est une profession où il y a des très bons médecins qui ont une approche humaniste et puis il y en a d'autres concrètement qui font de l'abattage et qui font du chiffre et qui concrètement en passant 1 ou 2 minutes avec un patient
je ne pense pas qu'on puisse totalement découvrir le problème qu'a ce patient. Une question de Sabrina qui a 20 ans. Comment réagir quand on a l'impression qu'un médecin ne nous croit pas, Isabelle? Je crois qu'il y a très souvent des malentendus entre malades et médecins, parce qu'il y a ce qui est dit et ce qui est compris dans les deux sens. Donc un patient peut avoir l'impression de ne pas être compris, alors que le médecin a compris l'essentiel et inversement. Donc je crois qu'il y a parfois des petits réajustements comme ça à faire en faisant reformuler le malade et si le malade lui a l'impression de ne pas être compris, parce que ça montre aussi un point essentiel de la demande du malade. Le malade a envie d'être guéri, soigné, mais il a envie d'être compris, de percevoir que le médecin lit en lui comme un livre de toutes ces femmes qui avaient des fibromyalgies, donc des maladies très douloureuses qui n'étaient pas encore étiquetées comme ça et qu'en gros les médecins prenaient pour des hystériques. Absolument. Quand même. Oui. Oui. On va répondre rapidement. Un médecin peut-il renouveler une ordonnance par téléphone? Non. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas à vous de répondre. C'est pour aller plus vite. Bon, Jean-Louis Misset, vous avez le droit de répondre. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Vous avez des traitements qui sont des traitements au long cours, avec une consultation de renouvellement qui est prévue 15 jours plus tard. Le malade est en rupture de médicaments. On avait une femme sous hormonothérapie tout à l'heure sur le plateau. Il vaut mieux lui envoyer une ordonnance de complément plutôt que de l'avoir manqué de médicaments pendant 15 jours. Ah oui, mais c'est pas du téléphone, ça. C'est du courrier. Oui. Claire. A-t-on le droit de réclamer son dossier quand on change de médecin traitant? Alors, Karim Félicie? Oui, on a le droit. C'est même, je pense, le médecin traitant qui doit informer son patient qui peut récupérer son dossier. C'est pas toujours facile, hein? Il y a encore des frictions importantes sur l'accès au dossier médical, sur la récupération du dossier. C'est encore, pourtant la loi droit des malades à quelques années maintenant, il y a encore des vrais soucis sur ces questions-là. Il y a des médecins qui n'acceptent pas facilement et à la décharge des médecins, il faut un secrétariat qui fasse que ça, des photocopies, etc. Et c'est aussi ce qu'on dit, qu'on manque de personnel pour le faire. Vous n'avez pas tort, je n'ai pas dit que vous aviez raison. Non, je ne montais pas sur vous. Non, mais c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est que vous posez une vraie question qui est, et on le renvoie tout à l'heure, c'est ce qu'on dit depuis longtemps aussi, s'il y a un problème d'organisation des soins dans ce pays. Et effectivement, le médecin ne peut pas tout faire. Maintenant, est-ce qu'il est disposé à abandonner certaines tâches pour en faire d'autres? C'est un débat qu'on pourra avoir ultérieurement. Mais pas aujourd'hui parce qu'on n'a plus de temps. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Je rappelle votre livre, Isabelle Mollet-Massol, Relations médecin-malade, paru aux éditions d'Athèbes. Claire, demain, nous tournons 2 émissions. Oui, et pour une fois... Allô, Claire. On va y arriver. Demain, 2 émissions. Donc demain, 2 émissions. On se regardera le nombril, une fois n'est pas coutume, puisqu'on parlera de narcissisme. Et l'émission de jeudi, qui tombe le 1er novembre, étant enregistrée demain, vous pouvez envoyer vos questions. Il sera question de la mort et des tabous qui l'entourent. Toujours pour envoyer vos questions, 41 555 par téléphone ou www.france5.fr par Internet. Merci, on vous retrouve demain, toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne, toujours pour la même émission. À demain. Très bon après-midi, à demain, au revoir.